Bonjour groupe. Ludo m'a écrit il y a 12 jours, WhatsApp, en disant « Tu veux prendre le premier créneau? » Je suis un homme blanc, cisgenre, 57 ans. J'ai dit oui, évidemment, parce que c'est un privilège qui me revenait de droit. Non, mais sans blague. Donc, c'est la dernière minute, mais je pense qu'avec cette approche-là, la prochaine fois, l'an prochain, Ludo va choisir les gens le matin même dans la salle. Toi, cet après-midi. 15 minutes chrono. Bon. Il m'a imposé un thème qui est celui de les grandes tendances en cours et à venir dans un monde quelque peu perturbé. Ce qui m'a interpellé, probablement le terme perturbé, beaucoup. Et effectivement, il y a un an, j'étais ici sur scène, jeune, heureux, inconscient. Je ne savais pas. J'avais une crève de l'apocalypse comme le Ludo aujourd'hui, là, mais bon, une fois que j'ai dit ça, j'étais bien. La vie était belle. Et elle aurait pu être comme ça jusqu'à ma retraite à 65 ans. Et oui, nous, c'est 65 ans, on ne va pas dans la rue pour ça. Arrive donc la considération, entre-temps, entre les deux, j'étais en année sabbatique, ça aussi, c'est des choses qui n'existent pas en France et en Europe. Nous, les professeurs d'université, parmi les privilèges en plus qu'on a, on travaille 6 ans. Et à la 7e année, on est libéré de toutes les tâches universitaires pour se ressourcer. Et qui dit ressourcement dit la tentation, le fruit défendu. Je suis tombé dans l'IA. L'IA que j'avais utilisée de façon anecdotique, comme la plupart d'entre nous, en remplacement de Google et son moteur de recherche, pour poser des questions. Vous l'avez peut-être entendu hier, est-ce que mon chat m'aime vraiment? Toutes sortes de choses comme ça, tout à fait utiles, existentielles. Et j'ai découvert le potentiel de l'outil, vraiment le potentiel de l'outil autour de la connaissance et les contenus. C'est ça, la job, le métier d'un professeur d'université. Et donc, je me suis intéressé à la connaissance. Pomme d'Adam, je ne sais pas si vous vous rappelez, Jardin d'Éden, Adam, Ève, donc c'est une histoire très crédible. Comment dire, Dieu crée Adam, après ça, il enlève une côte, il fait Ève, puis il dit « La vie est belle ici ». Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez, sauf manger le fruit-là ici. Arrive un serpent, bien sûr, et le serpent demande à Ève, écoute, tu devrais goûter un petit peu à ce fruit-là quand même, parce que, comme Dieu, tu auras la connaissance du bien et du mal. Ce qui est évidemment dans la théologie l'idée de l'humanité, mais qui est très raccord avec le sujet de l'intelligence artificielle. Et de ce côté, évidemment, polarisant. On entend ça depuis l'après-midi hier, on l'a entendu beaucoup ce matin. On a cette tension-là à savoir qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Si on l'utilise, est-ce qu'on n'est pas en train inconsciemment de commettre le mal? Vous voyez, il y a une question très judéo-chrétienne là-dedans. On aime bien souffrir, on aime bien, mériter son ciel à la fin de nos jours. Donc, l'intelligence artificielle apparaît comme le fruit défendu. Hier, dans le « Vous n'avez pas les bases », il y a eu entre autres ces informations-là qui sont apparues rapidement. Et on disait comment la génération Z utilise les outils pour faire la réservation de l'information sur les voyages. C'est le mauvais angle, c'est la mauvaise réflexion, ce n'est pas le genre de questions qu'on doit se poser. Et pour le reste de ma conférence, gardez en mémoire cette posture-là que je vais avoir, celle de quelle est la réalité quotidienne humaine des individus, quelle que soit leur génération, et leur accès au monde. C'est-à-dire, pour avoir une opinion sur un sujet, pour avoir des préférences politiques, pour toutes sortes de choses. Moi, de cette plus ancienne génération, on lisait des livres, n'est-ce pas? Et on lisait des articles, et on lit des quotidiens. Et on regarde les nouvelles de temps en temps. J'ai les 35 ans et moins, l'accès au monde est limité à 3 plateformes. TikTok, Instagram, YouTube. L'accès au monde, je ne parle pas de l'accès aux touristes, je ne parle pas du rôle de l'Office de tourisme, je ne parle pas de l'intelligence artificielle, je dis ce qu'ils savent, ce qu'ils recherchent, qu'ils vont interroger, repose essentiellement sur ces plateformes-là. Si vous avez quelque action en dehors de ces plateformes-là, en tourisme ou autre, vous n'êtes pas dans leur univers. Point la ligne.
Et le drame, parenthèse éditoriale, c'est que les influenceurs, finalement, ont gagné. Moi, j'ai toujours voulu que ce métier-là disparaisse. Mais non, ils ont gagné. Parce qu'effectivement, les influenceurs ont ce rôle d'influence. Et on voit même apparaître des influenceurs médiatiques, des jeunes journalistes qui deviennent leurs propres médias. Donc, ceci est posé dans les tendances actuelles. Quelle est la place de l'intelligence artificielle dans le réel des humains sur la planète? Adoption globale, 61% des adultes américains qui ont utilisé l'IA ces 6 derniers mois. 1,8 milliard de gens qui utilisent les intelligences artificielles. Près de 2 milliards d'individus. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup plus que d'habitants en France. On est d'accord là-dessus. Hein? Le tiers pour un usage quotidien. Et là où ça devient intéressant, données que je n'ai pas mises ici, OpenAI a sorti ses statistiques d'utilisation. Je vais poser une question pour aussi, comme les startups. À votre avis, quel pourcentage utilise principalement l'intelligence artificielle pour des requêtes personnelles? C'est quel pourcentage des requêtes d'une personne qui sont d'ordre personnel? 70 %. 30 % pro. Ce que je veux qu'on réalise ici, 52 % sont des femmes. Donc, ça dit des choses. C'est que l'IA n'est pas seulement un appui professionnel. Vous parlez du shadow IA. Il faut parler ici d'une utilisation personnelle, quotidienne. C'est un coach sportif, soutien psychologique, soutien médical, un compagnon IA. On ne donnera pas les statistiques sur combien d'Américains utilisent l'IA comme compagnon intime, très intime. Et assistant à la productivité pro arrive par la suite. Donc, dans cette réflexion-là qu'on va avoir sur les tendances et de la place de l'IA, la question est de ne pas savoir est-ce que nous, dans notre destination, on en veut, on ne veut pas, on veut s'afficher, on ne veut pas s'afficher, ou y a-t-il du shadow IA et comment on va le contrôler? La question c'est qu'il est trop tard. Hein? Les deux expressions, le dentifrice est sorti du tube ou le génie est sorti de la lampe, comme vous voulez, mais ils ne retourneront pas, ni un ni l'autre, ni un ni l'autre non plus. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça serait drôle hein, quand même, on marche sur une plage, on tombe sur une lampe, on la frotte, puis c'est du dentifrice qui sort. Non, enfin. L'autre élément, j'ai fait un petit calcul avec perplexité hier. J'ai l'impression, quand j'entends certains médias québécois, à tout le moins, qu'à chaque fois que je fais une requête sur ChatGPT, je suis en train d'assécher un village africain ou toutes ces choses-là. Et j'ai posé la question, OK, quelle est la consommation quotidienne moyenne par Français d'électricité, donc pas d'énergie globalement, mais d'électricité. Et j'ai posé la question, combien de requêtes sur ChatGPT il faudrait faire, requêtes moyennes, pour augmenter la consommation d'un Français moyen de 1 % de sa consommation? La réponse, c'est 203. Ce qui veut dire qu'il faudrait que 14 % du temps éveillé, la personne devrait être en train de faire des requêtes, n'est-ce pas? Et qu'elle serait en train de faire une requête toutes les 7 minutes pendant 24 heures ou à toutes les 4 minutes pendant les périodes d'éveil. Je pense qu'on peut se rassurer là-dessus. Je ne veux pas dire que ce n'est pas un sujet, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'enjeux environnementaux, c'est absolument pas ça mon intention, mais il faut remettre en question, il faut re-questionner. Parfois, des études qui datent de 2022-2023, les puces NVIDIA qui utilisent OpenAI ont des gains d'énergie par rapport à ceux de 2023 de 60 %. Ils n'aiment pas ça payer de l'énergie pour rien. Vous vous rappelez, en 2017, pour ceux qui étaient là, les plus anciens, on avait ce modèle Destination Next où on était tout content. J'avais d'ailleurs présenté ça ici, même scène, avec enthousiasme, et on disait on doit devenir des curateurs de contenu de destination. On doit devenir des adopteurs des outils d'intelligence économique et de traitement de données. Ça sent IA, ça, quand même. Hein? Je ne sais pas si vous trouvez. Je me rappelle d'avoir dit qui a des data scientists dans son office de tourisme, etc. Mais pourtant, tout le monde voulait outils catalyseurs, activistes, collaborateurs. Tout le monde le souhaitait. On a là potentiellement des outils accessibles à des coûts dérisoires et avec des capacités qui étaient inconcevables il y a donc 8 ans quand on a présenté ça, quand j'ai présenté ça. Donc là, j'ai envoyé un paquet de trucs, les dites tendances. Retenez de ça la posture encore une fois. Changez votre regard
défensif, bien souvent, et je le comprends très bien. Changez votre regard défensif vers une compréhension. Par exemple, les visiteurs aiment l'automatisation. Là, vous allez dire, oh non, le contact, l'authenticité. Nicolas va nous parler d'authenticité tout à l'heure. Si je vous demandais aux gens à l'accueil de votre hébergement ou de votre office de tourisme, sans surprise, ils vont dire oui, les gens adorent l'accueil. C'est la chose la plus importante pour eux. Bien sûr, c'est sûr, parce que les gens qu'ils ont devant eux sont ceux qui le recherchent. Quelle surprise! Est-ce que c'est la majorité? Est-ce que c'est la totalité? Est-ce que c'est le seul canal par lequel on peut faire l'accueil? C'est ça la question à se poser ici. Hein? Alors, c'est sûr, Laurence nous présentait, je l'ai vu tout à l'heure, Laurence, un exemple effectivement de chatbot stupide qui donne des réponses stupides. Et c'était écrit avant, hein? Moi, je salivais déjà, je savourais le moment. Si c'est mal fait, vous créez encore plus d'insatisfaction, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais des statistiques amusantes, 84% des Américains apprécient les bornes libre-service. Ça, c'est des choses qu'on voit en marketing. Les 2 tiers préfèrent carrément à une caisse avec un humain. Je suis de ceux-là. Je choisis l'e-commerce qui a des caisses automatiques parce que oui, je suis Asperger, je n'aime pas parler dans les gens, je ne peux pas les regarder dans les yeux. J'aime ça parler à une foule parce que je vois aucun œil aux yeux, comme vous voulez. 71% estiment que c'est plus rapide et 60% justement pour ne pas avoir à parler à quelqu'un. C'est une réalité. Je ne suis pas en train de dire que vous devez arrêter tout fermer et remplacer par l'IA. C'est de réfléchir que ce n'est peut-être pas 100% de vos clients, 100% de vos visiteurs qui sont à cette recherche-là. L'expérience client, ce n'est pas obligatoirement un visage humain. Hein? C'est répondre à des besoins de façon fluide et pratique. Et quand le besoin d'accueil humain ou de contact humain est nécessaire, le donner, mais pas que. Innovation sans programmation. Oh merde, je n'ai pas vu le temps. Vous avez eu l'atelier avec Jean-Philippe et avec notre ami Pierre Éloi tout à l'heure. Ce qui est apparu depuis 1 an, et ce qui est incontournable, et vous l'avez vu, c'est cette capacité que vous pouvez vous-même, en petite structure, avec peu de gens, de créer des applications, des interfaces qui vous permettent de traiter des informations de façon extrêmement rapide, efficace, qui serait historiquement chronophage et qui vous permet de mieux apprécier à ce moment-là le traitement des données, bien sûr en tout respect. Maître Resland nous le dirait, elle me surveille, elle me fusille des yeux. Voilà. Et donc, il y a ces outils-là. Lesquels sont les meilleurs? Hein? Il y avait la question que posait tout à l'heure Nicolas, François aussi. Elles évoluent. À chaque 6 mois, on sort d'un nouvel univers. On n'est pas là pour décider lesquels, mais assurément, ça existe. Et tout ça pour vous inviter à essayer d'expérimenter. Nouveau front de l'accueil. Les visiteurs s'interrogent d'abord sur leur IA, pas sur votre site. 1,8 milliard de personnes, 70% des requêtes sont là. C'est paramétré, mon IA vous connaît déjà. J'utilise Comet, le moteur de recherche, le navigateur, dans lequel je peux par moi-même aller sur votre site et aller chercher l'information dans votre site et en tirer et le comparer avec d'autres sites. Donc, c'était pas Loki avant Loki. Voilà, exactement. C'est ça l'idée, c'est comment on va apparaître. La découvrabilité va être importante. Si l'IA ne vous voit pas, et donc, ce n'est pas l'IA de dire est-ce qu'on veut être, nous, on veut être low-tech, ça ne tente pas. Si vous n'êtes pas visible par l'IA, à l'époque, si vous n'êtes pas visible par les moteurs de recherche de Google, vous n'existez pas, mais c'est cette même réalité-là. C'est un choix que vous faites faire. Nous ne voulons pas être vus, mais comme disait Grégory, ça va être le fun d'expliquer ça aux banquiers ou aux élus que finalement, nous, on a choisi de ne pas être visible aux visiteurs. N'est-ce pas? La découvrabilité bascule de la page à la réponse. Vous l'avez vu, vous avez déjà vu hein, les réponses de Gemini qui met maintenant au début quand vous posez une question? Vous ne les avez pas? Ah! Hey, regardez ce que ça fait. Là où il y avait les réponses commanditées, là où Google faisait des dizaines de milliards de dollars annuellement, hein, n'est-ce pas? À la place, il nous propose ça ici. J'ai dit Génération Z, c'est quoi? C'est l'aperçu. C'est la première réponse en haut et ça fait à peu près les 2 tiers de la page. Magnifique, hein? Eh bien, ça, c'est les réponses désormais qu'on a sur... Si Google, qui fait des milliards avec des publicités, décide qu'il se saborde lui-même pour des réponses sur l'IA, vous suivez l'argent. Hein, pour trouver un crime, suivez l'argent. Bien là, c'est exactement ça. Et donc, ces aperçus-là... Ah, bien, vous ne savez pas ce que vous manquez, honnêtement. C'est vraiment chouette.
Et des outils comme Perplexity, je vous en ai parlé, je radote un petit peu ici, qui permettent de mieux sourcer, de mieux comprendre. Alors, ça vaut la peine. La langue n'est plus une barrière. On n'a pas idée à quel point les larges modèles de langage sont une révolution. La langue n'est plus un problème. Pourquoi? Pour un Sud-Coréen, pour un Japonais, pour un Canadien anglophone, qui sait. On n'aura jamais été aussi loin d'avoir résolu la tour de Babel, tant qu'à rester dans les exemples bibliques ici. La tour de Babel, où tout le monde a eu sa langue, et là, c'est là que le bordel a pris. Encore une fois, c'est un changement monumental. Parce que votre présence peut être effectivement monolangue, mais les IA sont capables de vous interpréter, de vous trouver, de vous rendre ou de vous juger pertinente ou non, quelle que soit la langue. Les avis, retour de confiance triés par l'IA. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir hallucinant. Désormais, quand vous allez faire votre recherche sur votre moteur de recherche, sur votre agent IA préféré, de sa capacité à lire des tonnes et des tonnes et des tonnes, et non pas juste selon le référencement que vous avez fait sur votre page Internet, mais sur la qualité des contenus et sur la qualité des avis qui ont été donnés sur votre site, qui sont capables, ces IA-là, d'aller chercher et d'agréger pour vous. Quand on parle d'hyper-personnalisation, ce n'est pas une hyper-personnalisation, c'est mon outil dans ma poche qui me dit, selon mes préférences, que j'ai exprimé, que je sais exprimer dans mes prompts, d'avoir. Et vous savez qu'il y a le code de conduite sur les avis hôteliers en ligne, donc de l'Union européenne, pour TripAdvisor, Booking, Expedia, qui ont endossé. Alors, l'IA va devenir encore plus pertinente puisque les seuls avis qui vont pouvoir être mis en ligne, c'est les avis vérifiés de clients réels. Donc, les IA, par une décision juridique, ou je ne sais pas si on dit ça, juridique, maître Rézelan, par ce type de décision-là, deviennent de plus en plus pertinentes. Là, ça veut dire que mon temps est terminé. Alors, dernier élément avant de quitter mon 15 secondes qui est presque terminé, fidélité change de camp. Vous saviez déjà l'immense difficulté à faire de la fidélisation. Pour les hôteliers, les ETA sont arrivés et là, bordel de merde, ils prennent le contrôle déjà. Bien là, c'est les ETA qui vont être dépassés parce que les outils d'IA vont être capables de les sélectionner 4 hôtels selon vos propres critères. Et après ça, on peut avoir effectivement comprendre pourquoi ces 4-là ont été. Et là, on sort du portefeuille de l'OTA finalement qui fait sortir qui il veut en première position. D'accord? Hein? Vous ne savez pas pourquoi, enfin, on sait pourquoi il l'a fait, pour des raisons strictement financières de rentabilité. Alors ça aussi, c'est un changement complètement fabuleux. Et tout ça, donc, réarchitecture, ben oui, c'est ça, les sites pour la médiation par l'IA. Ce qui fait donc la chose suivante, c'est que pour vous, acteurs du tourisme, office de tourisme, le voyageur parle tous les jours à son assistant IA. Vous n'avez rien à voir là-dedans, vous n'y pouvez rien, vous ne changez rien, vous n'avez aucun pouvoir de l'influencer. Et donc, l'idée maintenant, c'est de sauter dans le train, en marche, oser tester, expérimenter et s'ouvrir à cette différence-là. On ne peut pas, de façon dogmatique, dire on n'y va pas parce que c'est dangereux, parce que les Chinois vont voler nos données, parce que Vladimir Poutine fait du deepfake. Ce n'est pas une raison. C'est une obligation morale et financière la plus absolue. Alors, c'était ça les petites tendances que j'avais à vous présenter. Merci. Merci, Paul.